Parmi les objectifs militaires de l'offensive ukrainienne sur Kursk, l'objectif principal, c'était d'alléger le poids, la charge, la pression sur Pokrovsk, Pokrovsk, c'est un point central, névralgique du front ukrainien. Et là, les Ukrainiens n'ont pas réussi. If the Russians get Kramatorsk in particular, but also Slavyansk, they basically get the rest of the Donbass. They control 2/3 of it. Those two places would give them the final third of it, and that would be a bit of a disaster for the Ukrainians. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va faire une fois de plus un petit résumé de ce qui se passe en Russie ou dans le conflit russo-ukrainien. Donc, parce que la dernière fois, quand je vous ai fait la vidéo où je vous ai résumé ce que je pensais de ce conflit, ou en tout cas de l'état du conflit actuellement, on m'a traité de pro-russe, on m'a dit que je mens, on m'a dit que les images de la carte qui montraient la progression à Kursk et qui montraient la débâcle sur le front de l'Est n'étaient pas vraies. Donc aujourd'hui, je vais prendre les infos que les médias occidentaux diffusent et vous-même vous allez constater si ce que je dis est faux ou est vrai. Sans plus tarder, nous allons passer à la vidéo. Commentez, likez, partagez pour nous soutenir et soutenir la chaîne. C'est parti. Alors, nous commençons ici. C'est juste pour écouter comment LCI présente la situation aux Français sur le conflit russo-ukrainien. Nous on repart du côté de l'Ukraine, plutôt de la Russie. 8 jours déjà que les Ukrainiens occupent une partie du territoire russe dans la région de Kursk. Tous les jours, la superficie occupée s'agrandit. Et pour freiner cette progression infernale, les Russes sont bien obligés d'aller chercher des soldats ailleurs. Dans cet article de Politique. Voilà. Retenez bien cette progression infernale. D'accord? Les Russes sont obligés d'aller chercher des soldats ailleurs. Retenez bien comment ils présentent la situation aux Français pour leur faire croire que ce qui fait l'Ukraine est extraordinaire. Que ça déjoue les plans de Poutine, que ça déjoue les plans de la Russie. Je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, on va enlever ça, puisque de toute manière, ce qu'ils vont dire par la suite, c'est pas grand-chose. C'était la situation il y a 3 jours. On va venir ici, sur France 24, qui nous diffuse hier, ou il y a 24 heures, Moscou affirme que l'Ukraine a détruit un 3e pont dans la région de Kherson. Et vous allez attendre l'actualité ou en tout cas un résumé de ce qui se passe. La guerre en Ukraine à présent, il y a du nouveau côté diplomatie, puisque l'Inde annonce que son Premier ministre se rendra très prochainement à Kiev. Un rééquilibrage pour Narendra Modi qui avait déjà effectué un déplacement mais à Moscou en juillet dernier. Sur le terrain, l'attention est portée sur l'offensive que mènent les Ukrainiens depuis 13 jours maintenant en territoire russe. Et on va en parler avec Gulliver Krag, qui est notre envoyé spécial à Soumy, à quelques kilomètres de Kursk. Bonjour à vous. Gulliver, vous avez pu parler avec des soldats ukrainiens qui sont actuellement déployés sur le front en Russie. Qu'en retenez-vous? Alors vous imaginez bien la route principale entre Soumy, la capitale régionale, et la frontière est pleine de véhicules militaires en ce moment, des soldats ukrainiens qui vont dans la partie occupée de la Russie et qui en reviennent. Nous avons parlé un peu aux deux. Tous étaient de bonne humeur. Ceux qui revenaient de la région de Kursk étaient visiblement fatigués et nous ont parlé de batailles très difficiles. Ce n'est plus comme au premier jour de cette incursion où les Ukrainiens avançaient à pas galopants et des soldats russes très jeunes se rendaient sans vraiment mener des combats. Maintenant, il y a des combats, mais les soldats nous ont assuré qu'ils continuent d'avancer, pas aussi vite qu'avant, mais tout de même, et que leur but reste de continuer à prendre encore plus de territoire dans la région russe de Kursk. Mais Voilà. Première information intéressante que nous pouvons tirer de cette vidéo, c'est que à Kursk, il y a des rotations d'effectifs. Donc ça veut dire qu'ils envoient des troupes et ils ressortent des troupes. Première chose à savoir, c'est ça. Tandis que dans le front de Donbass, il y a des gens, ils ont fait 2 ans là-bas, ils ne sont jamais sortis. Il y a des gens, ils sont en guerre depuis je ne sais pas combien de temps, ils ne sont jamais sortis de là-bas. Ou quand ils sortent, ils sont obligés de retourner. Deuxième information, c'est que je vous avais aussi dit sur ma chaîne, les Occidentaux se sont réjouis de l'avancée ukrainienne en Russie, mais il vous dit la vérité, et c'est ce que je vous avais déjà dit dans ma vidéo, ils ont choisi de rentrer dans un endroit où ils savaient qu'il n'y avait pas des groupes bien armés pour défendre la Russie. C'était une frontière que la Russie ne trouvait pas nécessaire de protéger parce qu'il y avait les intérêts économiques de l'Ukraine là-dedans. La ville de Soujala, là, que l'Ukraine aurait soi-disant pris, dans cette ville-là,
il y a là où on contrôle le gaz qui arrive en Europe et qui passe par l'Ukraine. Et l'Ukraine perçoit 2 milliards de dollars par an pour le passage de ce gaz-là. Donc c'est pour cela que les Russes ne trouvaient pas nécessaire de mettre des moyens de défense à cet endroit-là, puisque si jamais cette ville devait exploser ou quoi que ce soit, ceux qui ont le plus à perdre, c'est les Ukrainiens. Parce que de toute manière, les Russes ont déjà fait pivoter la majeure partie de la vente de leurs hydrocarbures vers l'Asie. Ça, c'est des choses que les Occidentaux ne reviennent pas dessus quand ils parlent de la ville de Souja. Et deuxièmement, on vous dit que le premier jour, il n'y avait pas grand-chose comme soldats. Et eux-mêmes, ils ont dit, ils trouvaient la plupart des temps des soldats russes, non armés, non préparés, et ils leur ont tiré dessus. Ils en ont tué plein, qui étaient désarmés. Enfin, comme ils ont dit dans la vidéo que je vous ai fait la dernière fois sur ce qui se passait dans ce front. Et désormais, vous voyez que les Russes ne mettent pas de force excessive là-bas, mais eux-mêmes, ils vous le disent, on n'avance plus. On n'avance plus comme avant. Avant, on avançait tous les jours. Maintenant, on avance petit à petit. Plus on va aller dans cette vidéo, plus vous allez comprendre que contrairement aux Occidentaux qui sont en train de profiter de cette occasion pour faire leur propagande comme quoi c'est l'humiliation pour la Russie et patati patata, vous allez comprendre, c'est que moi je pense que les Russes ont compris qu'ils pouvaient faire de cette attaque de l'Ukraine téléguidée par l'Occident quelque chose qui va jouer en leur faveur. Et je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. L'accent petit à petit se déplace sur la nécessité de consolider leurs gains et de défendre le territoire déjà occupé. C'est ce que tout le monde maintenant ici plus ou moins attend. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Voilà. Ouais, maintenant qu'ils n'arrivent plus à avancer et que les combats deviennent sérieux, maintenant ils veulent changer de stratégie. Ils ne veulent plus s'étendre dans le territoire russe, ils veulent consolider le petit point qu'ils ont pris sur la carte. Et sur ce même petit point-là, alors que la Russie a évacué la majeure partie des populations civiles qui étaient à côté de ces endroits de combat, maintenant on veut nous faire croire qu'il est nécessaire que l'ONU vienne à cet endroit-là. Pourquoi l'ONU devrait venir à cet endroit-là? Comme je vous ai encore dit dans la vidéo, posez-vous les bonnes questions. Tous les endroits dans le monde où il y a des conflits, c'est pas nécessaire que l'ONU aille. Mais le petit précaré là qu'ils ont pris, où on a évacué quasiment tous les civils, c'est là-bas qu'on a besoin que l'ONU vienne. S'ils sont si confortables que ça, ils peuvent évacuer les personnes, ils peuvent permettre aux civils russes de sortir, et ils peuvent consolider. C'est qu'ils n'arrivent plus à avancer parce que le combat devient trop dur, comme partout sur le front où le combat est dur pour eux, et maintenant ils veulent consolider. Mais comment pourront-ils consolider si dans le combat, tous les jours, ils sont attaqués par les drones et par l'aviation russe. Sans compter l'hypothèse des gens qui ne seraient pas forcément ukrainiens qui sont mêlés à cette incursion en Russie. Certains soldats ukrainiens à qui j'ai parlé étaient absolument confiants. Ils ont dit oui, absolument, là, on est là pour la durée maintenant. D'autres ont tout de même émis des doutes. Ils ont dit tout dépendra des priorités de l'État, des ressources militaires qui doivent être déployées soit ici, soit dans le Donbass, parce que dans le Donbass, c'est toujours la Russie qui a l'initiative et qui avance assez rapidement vers la ville ukrainienne de Pokrovsk. En tout cas, notez bien ce point. Tout dépendra de ce qui se passera ici et dans le Donbass. Parce que dans le Donbass, c'est la Russie qui a l'initiative. Notez bien ce point, il est nécessaire ou il est important pour la suite de la vidéo. Gulliver, Volodymyr Zelensky, le président, affirme que l'armée atteint ses objectifs à Koursk. Quels sont ces objectifs au juste ? Alors l'objectif sur lequel les autorités ukrainiennes mettent l'accent maintenant dans leur communication officielle, c'est la création d'une zone tampon pour protéger les habitants des zones frontalières en Ukraine. Effectivement, l'artillerie russe n'est plus à portée des villages de la région de Soumy. Mais ils tirent beaucoup plus, les Russes, maintenant, avec des bombes planantes, parce qu'il y a beaucoup plus d'activités militaires ukrainiennes dans la région. Alors, des villageois à qui on a parlé aujourd'hui, on dit qu'ils n'ont pas vraiment vu de différence. Mais je pense pour l'Ukraine, c'est important de mettre l'accent sur cet aspect-là, parce que c'est l'aspect qui est le plus clairement défensif, où cette incursion est le plus clairement justifiée par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Mais je pense qu'il était clair...
Maintenant qu'on n'avance plus, on n'arrive plus à avancer, on commence à inventer des prétextes fallacieux, on commence à dire que l'objectif de l'incursion est déjà atteint. Vous attendez, quand vous avez les analystes occidentaux qui vous disaient que l'objectif était peut-être d'atteindre la centrale nucléaire de Kursk pour pouvoir avoir une monnaie d'échange. Maintenant que cet objectif semble de plus en plus s'éloigner, on commence à dire oui, on veut créer une zone tampon pour protéger la zone. Mais la zone n'était pas bombardée avant. Donc maintenant que vous avez ramené la guerre dans cette zone, l'objectif maintenant c'est de protéger cette zone. Vous-même, vous êtes en train de constater la supercherie et comment cette incursion, cette propagande est en train de tourner en eau de boudin. Pour la majorité des Ukrainiens, dès le début de ces opérations dans la région de Kursk, que les objectifs étaient multiples. Il s'agissait d'embarrasser la Russie, de montrer que Poutine n'aurait pas recours tout de suite à l'arme nucléaire comme il l'a souvent menacé, de prendre beaucoup de Russes en prisonniers pour les échanger après, de garder aussi... Retenez bien ça. Montrer que Poutine n'utilisera pas l'arme nucléaire comme il a toujours dit. Poutine n'a jamais considéré les Ukrainiens comme des ennemis. Poutine voulait qu'on libère les populations du Donbass et qu'on les laisse tranquilles. Chose qu'il a offert dans le traité de paix de avril 2022 à l'Ukraine. Et chose que l'Ukraine, après s'être fait gonfler la tête par Boris Johnson, a refusé. Et si l'Ukraine est encore debout, ou si les autres villes d'Ukraine sont encore debout, par exemple une ville comme Kharkiv, si elle est encore debout, c'est parce que les Russes se refusent à faire. C'est que eux pensent comme être leur allié. L'OTAN fait à chaque fois qu'elle va en guerre. L'OTAN, quand elle va en guerre contre quelqu'un, elle rase la ville. Elle bombarde tout. Elle rase toutes les infrastructures, tout. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. La Russie ne fait pas ça. Sauf quand les Ukrainiens eux-mêmes se servent de la ville pour se battre à l'intérieur. Et donc, nécessairement, il faut raser la ville pour leur en faire sortir. C'est les Ukrainiens qui font que les Russes sont obligés de raser les villes. Ils ont fait ça à Mariupol, ils ont fait ça à Bakhmut. Partout où ils vont se cacher dans la ville, où ils veulent se battre dans la ville, on finit par raser la ville. Quand ils ne rentrent pas dans la ville pour se battre dans la ville elle reste debout. Regardez Kharkiv. Ils ne sont pas partis se battre à l'intérieur de Kharkiv. La ville de Kharkiv tient debout. Mais comme sur le terrain de la guerre, ils se font taper, ils sont obligés de ramener les guerres dans les villes. Un bout de territoire russe en vue de peut-être l'échanger dans des négociations à l'avenir. Ça, c'est l'un des aspects dont les gens nous ont parlé le plus souvent aujourd'hui. Et puis aussi de montrer que l'armée ukrainienne est capable d'organiser des opérations impressionnantes et de garder le secret sur leur préparation, ce qui est destiné à l'audience en Ukraine, mais aussi aux partenaires occidentaux de l'Ukraine. L'Ukraine veut montrer que ses partenaires peuvent faire confiance aux autorités et aux militaires ukrainiens dans leur capacité. Maintenant, vous venez d'avoir un résumé de ce qui se passe à Soumy. Et vous ne me direz pas que je suis en train de fabuler, je commente les informations lâchées par eux-mêmes les Occidentaux. Écoutez maintenant l'aveu de cette personne qui est pro-OTAN, qui intervient souvent sur le plateau de LCI. Écoutez bien ce que lui-même va dire face au questionnement de ce journaliste de Sub Radio, qui est un peu objectif sur ce qui se passe. Écoutez bien. Justement, qui est en position de force aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'offensive ukrainienne dans le nord-est, au niveau de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine qui, s'est enfoncée dans le territoire russe. On oublie peut-être aussi que du côté du Donbass, les taux se resserrent très sérieusement sur l'Ukraine. Vous avez parfaitement raison. Parmi en dehors des objectifs psychologiques qui ont été remplis à 100%. Donc, d'après ce que j'ai lu ici, apparemment, c'est l'ancien ambassadeur de France à Moscou. Et maintenant, écoutez la réponse qu'il va donner. Parce que là, le journaliste dit quelque chose que je vous ai dit la dernière fois et que beaucoup m'ont dit que j'étais agent de Russie, j'étais payé par les Russes et que la carte que je montrais, c'était pas vrai, ça disait pas la vérité. Il vous le dit. Certes, les Ukrainiens ont fait une incursion en Russie, mais du côté de Donbass, c'est en train de chauffer pour eux. Et écoutez bien la réponse qu'il va donner. Il est obligé d'avouer, parce que là, on voit bien que cette incursion commence à s'embourber. Donc, écoutez.
Vous avez parfaitement raison. Parmi en dehors des objectifs psychologiques qui ont été remplis à 100%, parmi les objectifs militaires de l'offensive ukrainienne sur Koursk, l'objectif principal c'était d'alléger le poids, la charge, la pression sur Pokrovsk, qui Pokrovsk est un point central, névralgique du front ukrainien. Et là, les Ukrainiens n'ont pas réussi parce que les Russes ont maintenu leur pression et n'ont pas distrait de force de Pokrovsk vers Koursk. Ils ont préféré laisser prendre le risque de laisser les Ukrainiens s'installer quelque temps, quitte à régler, si j'ose dire, leur compte après. Donc ça reste quand même un profond désaveu, une certaine humiliation pour Vladimir Poutine, cette offensive ukrainienne. Sans aucun doute. Sur le plan psychologique, l'offensive ukrainienne a eu... La chose la plus importante à noter ici, et c'est ce que moi aussi je vous avais dit, les Russes se sont rendus compte que cette incursion pouvait jouer en leur faveur. Parce que cette incursion a eu un coup d'éclat, a fait beaucoup de bruit parce qu'ils ont pénétré et ils ont avancé. Mais depuis qu'ils ont établi quelques lignes de contact, eh ben, l'Ukraine n'avance plus. Vous voyez bien que la propagande qui disait tous les jours que les Ukrainiens ont conquis autant de terres que la Russie en a fait en un mois. Parce qu'ils étaient rentrés dans un endroit où il n'y a pas de combat. Mais depuis 6 jours où ils sont en contact avec les premiers renforts russes, regardez combien de kilomètres carrés ils ont pris. Depuis que la ligne de contact s'est formée, depuis que les premiers combats ont commencé, dites-moi combien de kilomètres carrés ils ont pris en 6 jours sur la dernière semaine. Allez voir vous-même, vous allez rigoler. Et donc, l'objectif militaire principal qui était peut-être d'avoir la centrale de Koursk comme monnaie d'échange a raté. L'objectif qui était de changer l'initiative au front, parce que sur le front, sur le combat même, ils sont en train de se faire massacrer et donc ils voulaient que les Russes calment un peu le jeu dans le Donbass pour leur permettre de reprendre le souffle et aillent. On voit les armées là-bas à Koursk pour aller se battre avec eux. Les premières unités russes arrivées à Koursk constatent que voilà, ils peuvent gérer, ralentir, contenir les Ukrainiens à Koursk. Et c'est même pour ça que les Ukrainiens, là, ils sont en train de mettre le paquet pour essayer de déborder les Russes là-bas parce qu'ils se rendent bien compte que voilà, là, c'est quitte ou double. À la vitesse où ça va, les Russes vont les finir à Donbass plus vite que prévu. Si on pensait que ce conflit allait durer des années, à la vitesse où ça va se finir plus vite que ça. Parce que, allez voir les chaînes des cartes que je vous avais montrées dans mon ancienne vidéo, vous allez vous rendre compte que les Ukrainiens sont en train de se faire manger sur le front. Et bientôt, le front va tomber parce que la plupart des lignes défensives qui fait que les Russes prenaient du temps à conquérir ce territoire sont en train de tomber les unes après les autres. En fait, les plus importants, c'était au niveau d'Avdiivka et au niveau de devant. Parce que plus les Russes avancent, on aurait dit plus les défenses tombent plus vite. Et les Occidentaux le voient, et les Ukrainiens aussi le voient. C'est en train de tourner en autre boudin. Un effet, j'allais dire, très positif pour l'Ukraine. Le pouvoir est déstabilisé. Il suffisait de voir la figure de Poutine quand il a annoncé l'offensive. D'autre part, les troupes ukrainiennes sont galvanisées. Elles retrouvent espoir alors qu'elles étaient sous pression. Les Russes comprennent le poids de la guerre. Ils ne l'avaient jamais compris jusque-là. C'était une opération spéciale lointaine dans les plaines ukrainiennes. Et puis même les étrangers qui fournisseurs d'armes voient que finalement leurs armements servent à quelque chose et que le temps n'est pas venu de faire pression sur l'Ukraine pour négocier dans des conditions négatives de faiblesse. Bon, il faut relativiser ce qu'il dit sur le contentement des fournisseurs d'armes parce que vous avez bien vu que la Russie a détruit des systèmes anti-aériens des Européens et ils ont détruit plusieurs patriotes. Et ça, c'est la chose la plus négative de cette opération de Koursk. L'Ukraine a été obligée de faire monter les patriotes plus proches des zones de danger et les Russes en ont profité pour les détruire. Alors qu'à l'inverse, on n'a pas vu des systèmes anti-aériens russes être détruits par les Ukrainiens depuis que cette invasion de Koursk a commencé. Et ça discrédite l'une des choses les plus chères et les plus importantes que les États-Unis ont à vendre au monde.
Et les Russes sont en train de développer un système anti-aérien encore meilleur que ce qu'ils avaient. Et donc, qui de réputation va supplanter les patriotes? Il n'y aura que les gens de l'OTAN qui vont acheter le Patriot parce qu'ils sont obligés d'acheter aux États-Unis. Mais le reste du monde sont en train de voir ce qui se passe sur le terrain. Ça aussi, ils vont taire, ils vont pas dire, ils vont faire comme si on n'a pas vu, mais tout le monde a vu. Tout le monde a vu que la guerre électronique des Russes surperforme la guerre électronique de l'OTAN. Le système anti-aérien russe surperforme le système anti-aérien de l'OTAN et des patriotes, parce qu'à un moment, vous voyez même, il y a un système patriote qui essaye d'intercepter un missile, et quelques temps plus tard, elle est frappée elle-même par un missile. Donc c'est vous dire la contradiction qu'on voit sur le terrain, que eux, ils font semblant de ne pas voir, ou semblant de ne pas connaître. Mais ici, vous attendez, c'est pas de mon aveu à moi. L'objectif militaire qui consistait à vouloir changer la phase du combat et à forcer les Russes à aller se battre à Koursk a échoué. Et donc si ça a échoué, ça veut dire qu'ils ont affaibli là où ils étaient le plus faibles et que maintenant ils risquent de tout perdre pour vous finir et achever tous ceux qui m'ont traité d'agents de la Russie et de je sais pas quoi. On va aller sur Sky News et vous-même vous allez constater la vérité. Parce que au moins en Angleterre, les journalistes ont encore un peu de dignité, ont encore un peu de déontologie et essayent au moins d'avoir un minimum d'objectivité comparé aux télé français, comparé aux médias français. In the last couple of weeks, the fighting in Ukraine has become quite dynamic. It represents a sort of seesaw, a north-south seesaw. In the north, the Ukrainians have made dramatic progress in the Kursk pocket, in creating that pocket. But 300 miles away in the... Donc, déjà, ça commence mal, parce que même s'il essaie d'être objectif, il n'arrive pas à l'être. Il dit « Les Ukrainiens sont en train de faire une percée dramatique à Koursk. » Alors que depuis 4 jours, les Ukrainiens ont du mal à avancer à Koursk. Ils n'avancent plus. Comme vous-même, vous l'avez attendu, de ce reporter pro-ukrainien qui était à Soumy, qui vous a dit que voilà, les soldats eux-mêmes disent que voilà, au début, ils ont avancé vite parce qu'il n'y avait pas de résistance. Les Russes se rendaient et dans une autre vidéo, ils ont bien dit qu'ils en ont tué plein parce qu'ils étaient sans armes. Depuis, ils n'avancent plus. Donc je ne sais pas elle est où la percée dramatique là-dedans. Mais écoutez la suite. In the south, the other end of the seesaw, the Russians are making progress in the area of the Donbass, which they've been plugging away at now for well over a year. In particular, Toretsk, a small settlement, looks as if it's about to be taken. And the two places that really worry the Ukrainians are Chasiv Yar, which controls the high ground to the north, and Pokrovsk, which also controls the routes to the north and to the west. And Pokrovsk is a place of about 60,000 people. It's a hub. The Ukrainian army have used it quite a lot. They've announced in the last 48 hours that they are evacuating people from Pokrovsk. So the population... Donc, on va revenir sur la carte. Il vous a dit que la situation est particulièrement préoccupante parce que les Ukrainiens sont en difficulté à Chasiv-Yar, à Toretsk et à Pokrovsk. Et qu'à Pokrovsk, on a déjà commencé à évacuer les gens. Et regardez bien, toutes ces terres-là, il n'y a pas de défense ukrainienne. Il n'y a pas de ligne de défense, il n'y a rien du tout. Cet endroit-là là, sur la carte, c'est là où les Ukrainiens ont mis leur ligne de défense depuis 2014. Souvenez-vous de François Hollande qui disait qu'on armait les Ukrainiens pour préparer la guerre. Cette guerre, elle se préparait pour être ici, au niveau d'ici. Donc si ici ça tombe, jusqu'à là-bas, là, il n'y a plus personne. Les Ukrainiens peuvent se faire prendre à revers à Kharkiv, ça peut aller jusqu'à Kiev, c'est la débandade, si ça tombe là. C'est pour cela qu'ils voulaient attaquer ici, là, sur le petit point jaune là pour lequel... Regardez-moi tout ce qui a été conquis par les Russes ici, et regardez-moi tout ce petit incursion là pour lequel on croit que la Russie va échanger tout ça. Une folie. Mais si ici là ça tombe, comme il est en train de vous dire, ça va être catastrophique. Et effectivement, c'est en train de tomber. The population are now being moved out.
The Ukrainians are quite good at this. They've moved out people from lots of other places. They're much better at it than the Russians, who are trying to move out people from the Kursk pocket and making a bit of a mess of it. But the fact that the Ukrainians are moving people out of Pokrovsk, of course, shows that they are preparing maybe to abandon it or to fight for it without the civilians there. And if that turns out the way previous cases have turned out in Severodonetsk and Avdiivka and Bakhmut, then we could expect that in about a month's time it might resemble something like a moonscape. So if we go... Voilà. Il vous a dit ce que je vous ai dit. Ils ont évacué les gens à Pokrovsk pour deux scénarios. Soit ils vont l'abandonner parce qu'ils n'ont pas les moyens pour lutter dedans, soit ils vont rentrer dedans pour se battre, et on peut s'attendre à ce que ça soit rasé comme Mariupol, comme Avdiivka, comme Bakhmut. Mais une donnée qu'il ne dit pas, c'est que Mariupol, Bakhmut, c'était des endroits où les Ukrainiens, ils avaient encore des militaires quand ils occupaient ces endroits-là et ils espéraient battre les Russes. Les Ukrainiens, même s'ils ont les armes, ils disposent de moins en moins de personnes pour remplir ces villes et tenir aussi longtemps qu'avant. Parce qu'on a vu le résultat. Les Russes sont devenus experts dans le fait de détruire les Ukrainiens quand ils sont dans une ville. Parce que ça fait 2 ans qu'ils le font. Et on sait que les Occidentaux n'ont plus autant de systèmes anti-aériens et tout ça à fournir à l'Ukraine. Et ils n'ont pas non plus autant d'obus par mois à fournir à l'Ukraine. Et que donc maintenant, les Russes détruisent méthodiquement beaucoup plus vite les défenses ukrainiennes. Donc s'ils évacuent les gens, c'est que probablement ils vont se tirer de là. Et probablement ils vont se tirer de là, la plupart pour remonter jusqu'à Kiev. Parce que, je vous le redis encore et je vous remets sur la carte, il n'y a rien, il n'y a plus de ligne de défense derrière cela-là. Les dernières lignes de défense sont Sloviansk, Kramatorsk, Toretsk et Pokrovsk. Si ces villes-là, déjà si Pokrovsk y tombe, tout le champ de bataille peut se faire prendre à revers. Même le Soujala, là, qui sont en train de vanter là, pourra se faire prendre à revers parce que derrière, ici, il n'y a personne pour protéger. Aussi bien en armement, en équipement qu'en hommes. Il n'y a plus personne pour protéger. C'est la catastrophe. L'Ukraine est en train de boire son bouillon, là, comme on dit au Cameroun. En tout cas, écoutons la suite. So if we go back to the seesaw map that we were just looking at, this map of the battlefield is an interesting problem because it just shows how it is that the Ukrainians have got quite a lot to concern them with. The fact is, because the battlefield is now more dynamic, the Ukrainians are really worried that Kramatorsk and Slavyansk might now be under threat. If the Russians get Kramatorsk in particular, but also Slavyansk, they basically get the rest of the Donbass. They control 2/3 of it. Those two places would give them the final third of it, and that would be a bit of a disaster for the Ukrainians. Voilà. Il vient de le dire lui-même. Si Toretsk, Châssis Vert tombe, Sloviansk et Kramatorsk seront à portée de l'aviation, de l'artillerie et de l'infanterie russe. Et vu qu'ils sont en manque d'hommes, armement, ça va vite tomber. Et ça sera un désastre pour l'Ukraine. Pour cette vidéo, je ne veux pas vous remettre les conflits des cartes et les rapports de guerre, parce que je veux que vous compreniez que eux-mêmes, ils sont au courant, ils voient que le pari de Kursk est perdu. Parce que contrairement à ce que les Occidentaux pensaient qu'il allait se passer, la Russie a accepté ce qu'eux ils appellent l'humiliation et l'a tourné en sa faveur. Elle a mis assez de personnes là-bas pour les ralentir et les contenir en attendant de les mettre une déculottée ici sur le front. Peut-être que je m'avance, mais la tournure que ça prend, c'est de plus en plus inquiétant pour eux. Parce que s'ils auraient défendu que ici, ça aurait pu tenir encore beaucoup plus longtemps. Mais la vitesse à laquelle, si vous prenez des sites de cartes et tout ça, la vitesse à laquelle ils sont en train de pénétrer les dernières lignes de défense dans le Donbass et à Donetsk, c'est inquiétant pour l'Ukraine. The fact is that in the last 2 weeks, both sides have seen that the dynamism in the battlefield is opening up opportunities for them both. They're both right to see those opportunities, and the winter is coming on. By November, this battlefield will freeze to some extent as movement gets more difficult. So... Donc ici, là encore, il essaye de rester optimiste. Il dit les 2 dernières semaines ont montré que voilà, il y a du dynamisme dans le combat et que ça peut profiter à tous les deux.
Sauf que la première semaine, il y avait du dynamisme du côté ukrainien parce qu'il est rentré dans Koursk sans combattre. La deuxième semaine, ils avancent plus parce qu'il y a des combats. Mais sauf que ces 2 dernières semaines, les Russes sont en train de rentrer dans les dernières lignes de défense ukrainiennes à l'est, comme dans du beurre. Donc, simple déduction. Pas besoin d'avoir fait l'armée, je sais pas quoi. Regardez vous-même. Si ici ils sont faibles, si ici ils sont contenus, si ici on les finit, et que Kiev est à portée parce que Kiev est ici, ils vont être obligés de retirer toutes ces personnes et d'essayer de les placer là pour ralentir les Russes. Et là, dites-moi quelle position de force, quelle chose pourront-ils faire? Et même s'ils décident de rester là, s'ils se font prendre à revers, quelle chance ils ont? Voilà pourquoi la dernière fois vous avez entendu Emmanuel Macron commencer à reprendre encore ses discours de guerre. Parce que, certes, ils avaient tenté un pari, mais le pari est en train de tomber à l'eau. So yes, they're both right to see the opportunities. But by the beginning of November, one of them will turn out to be more right than the other. Le monsieur, il a dit, d'ici novembre, nous saurons qui ont eu raison. Souvenez-vous, on disait que les Russes, ils avaient ouvert un front à Kharkiv pour affaiblir le front de l'Est des Ukrainiens, pour les forcer à les défendre à Kharkiv. Et sincèrement, même à la suite des événements, je vois que les Ukrainiens ont voulu recopier la tactique russe. Puisque les Russes les avaient forcés à envoyer des gens à Kharkiv pour se battre, ça les avait affaiblis et que c'est là qu'ils ont commencé à se faire taper dans l'Est, ils ont voulu reproduire la même chose en croyant que les Russes feraient la même chose qu'eux. Ils dégarniraient les fronts pour aller se battre à Koursk. Or, à Koursk, les Russes n'ont eu besoin d'envoyer que quelques personnes pour ralentir significativement l'avancée ukrainienne. Mais eux, ils ont continué à enfoncer le clou dans l'Est. Et donc l'Est, maintenant, est en train de se perdre beaucoup plus vite qu'il n'avance à Koursk. Et donc, je voulais vous faire cette démonstration avec les informations données en Occident pour que les gens y comprennent. En Occident, on vous empêche d'avoir la réelle information ou en tout cas d'opposer l'information qu'eux, ils vous donnent à la réelle information. Mais, même sur les infos données par les Occidentaux, si vous fouillez bien, si vous confrontez les informations, si vous diversifiez vos sources d'informations, vous pouvez réussir à vous construire votre propre opinion sur comment ou sur qu'est-ce qui se passe sur le conflit russo-ukrainien. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.